Putain, il a un problème de rythme. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 2 avril 2021, au sommaire ce soir. Au surlendemain de l'allocution télévisée du président de la République, le conseil départemental de Savoie a fait le point ce vendredi sur les crédits déjà alloués dans le cadre de son plan de relance. Nous entendrons également le préfet de Savoie dans ce journal. Il tenait une conférence de presse ce vendredi après-midi. Et puis direction Menton-Saint-Bernard pour une nouvelle chronique en extérieur avec Hugues de Vries, le responsable du potager du château. Avec les beaux jours et le printemps qui arrive, vous êtes nombreux à vouloir jardiner. Hugues de Vries vous donnera de précieux conseils. Le conseil départemental de Savoie en a profité pour faire le point sur les investissements liés à la crise ce vendredi de la Covid-19 depuis un an à l'occasion d'une saison plénière organisée à la mode Servolex. Sur l'enveloppe votée à l'été 2020, 37 des 42 millions d'euros du plan de relance ont déjà été déboursés. On fait le point avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. Un an après les premiers impacts liés à la crise Covid, le département de Savoie fait le point. Car depuis 12 mois, il a fallu intervenir auprès de nombreux corps de métiers et associations. Des actions qui ont de fait lourdement impacté le budget du département. Nous avons d'abord, en plein confinement, pris une mesure pour faciliter la trésorerie des entreprises, de manière à faire des avances, notamment aux entreprises du bâtiment, du travaux publics, pour les marchés que nous avions déjà passés, pour qu'elles n'aient pas de problème de trésorerie. Et puis début juillet, nous avons voté un plan d'urgence doté de 42 millions d'euros pour des soutiens dans tous les secteurs impactés des Savoyards, c'est-à-dire des soutiens aux collectivités locales, aux communes, mais beaucoup de soutien aux associations, qu'elles soient dans le domaine social, sportif, culturel, environnemental. Avec entre autres 2 millions investis dans les fournitures et équipements spécifiques à la crise sanitaire comme les tests antigéniques ou les masques, 3,7 millions en faveur de la cohésion sociale, protection de l'enfance et des personnes âgées, ce sont plus de 37,6 millions qui ont donc déjà été investis sur les 42 votés en 2020. Des aides qui pourraient d'ailleurs être reconduites. Les efforts qui sont fournis aujourd'hui doivent être concrétisés dans les moyens qui seront demain affectés à ces mesures qui sont importantes. On parle aujourd'hui d'aide à l'accession des jeunes à l'emploi et à l'autonomie. Maintenant, il faut qu'elles s'installent dans la durée, ces aides, il faut qu'elles se pérennisent. On parle aujourd'hui d'actions en matière culturelle. Désormais, il faut qu'au-delà du délai d'application du plan, on puisse prendre en compte les coûts dont vont pouvoir s'acquitter demain les petites structures et plus grosses d'enseignement artistique. Des aides en complément desquelles 10 nouvelles mesures en faveur de la jeunesse viennent d'être proposées, tout comme l'organisation d'assises du tourisme de demain, portée par l'agence Savoie-Mont-Blanc. 48 heures après le président de la République, Pascal Bolo, le préfet de Savoie, tenait un point presse ce vendredi pour un point sur la situation sanitaire. Les chiffres ne sont pas vraiment rassurants. Avec un taux d'incidence de 357, la Savoie est durement touchée par la troisième vague. Ce taux d'incidence a d'ailleurs été multiplié par 2 en 15 jours. Dans le département, 1 personne sur 10 testée est positive au coronavirus. On comptait ce vendredi midi 136 personnes hospitalisées, dont 26 en réanimation. Le préfet a également annoncé que les capacités de réanimation allaient augmenter dès la semaine prochaine. On écoute Pascal Bolo au micro d'Emmanuel Jaude. On va dire la limitation de déplacement. En termes de vaccination, à 58 000 de nos concitoyens en Savoie qui ont été vaccinés depuis le début de l'opération en janvier. Donc c'est un chiffre qui est correct, c'est 13,4% de l'ensemble de la population. Mais surtout, on a vraiment beaucoup touché notre cible, c'est-à-dire les plus de 75 ans, puisque eux sont vaccinés à plus de 60%. Donc c'est un résultat qui est encourageant. C'est un résultat, en revanche, vous l'avez bien compris, qu'il va nous falloir amplifier dans les prochaines semaines, au fur et à mesure où on aura des livraisons de doses qu'on espère tous en forte augmentation. On est en train de mettre en place un dispositif qui nous permettra d'amplifier et surtout de vacciner des tranches d'âge de plus en plus jeunes, comme l'a indiqué le président de la République. On va passer de 6 lignes de vaccination progressivement à 12 et puis après à 20. Donc ça va se faire dans, on espère, un espace-temps d'une dizaine de jours. Et effectivement, on pourra passer de quelques centaines à 700
500 vaccinations par jour et puis on l'espère 1200 très très vite. Donc là, effectivement, à partir du moment où on aura les doses, on s'est organisé pour avoir du personnel dans la durée et ce grâce, j'allais dire, à la bonne volonté à la fois des personnels sanitaires, de la médecine libérale, de la médecine de l'hôpital, grâce également aux collectivités locales qui mettent à disposition énormément de personnel administratif et également aux sapeurs-pompiers qui se sont organisés pour donner un coup de main significatif à l'ensemble du dispositif. Et j'ajoute que le centre de vaccination de Chambéry, installé depuis le 19 janvier 2021, va être déplacé à Savoie Expo, le parc des expositions du Grand Chambéry. Ce changement prendra effet dès le mardi 6 avril. Faisons le point à présent en Haute-Savoie, où là aussi il se tenait une conférence de presse ce vendredi en fin d'après-midi à la préfecture. Le taux d'incidence s'élève à 331 avec une augmentation de plus de 60% en 2 semaines. Un tel taux d'incidence n'avait plus été atteint depuis fin novembre 2020, lors du deuxième confinement. On dénombre 262 personnes hospitalisées, dont 34 sont en réanimation ou en soins intensifs. Résultat, des déprogrammations d'opérations sont à craindre. Concernant la vaccination, au 31 mars, 112 832 personnes ont été vaccinées en Haute-Savoie et un grand centre départemental ouvrira la semaine prochaine à Roche Expo, un centre de vaccination. Nous y reviendrons dans le JT. Conséquence directe de cette situation, un festival de plus est annulé et non des moindres, Musélac 2021 n'aura pas lieu. La décision est tombée ce vendredi et pour en discuter, je suis en liaison vidéo avec Rémi Perrier, l'organisateur du festival. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes. J'imagine que vous avez attendu le plus longtemps possible avant de prendre et de rendre publique cette décision. Oui, on a voulu essayer de réfléchir et d'étudier toutes les solutions, notamment celles imposées par le gouvernement au travers du ministère de la Culture. Et ça a pris un peu de temps, mais la conclusion est tombée. J'ai l'impression, et je pourrais dire qu'on avait la réponse à la question avant de se la poser quelque part. Et effectivement, hélas, avec beaucoup de désarroi et de tristesse, on est obligé pour la 2e année consécutive d'annuler notre festival Musélac. Quel sentiment prédomine chez vous ce soir? De la déception, de la frustration, de la colère? Oui, alors, je voudrais d'abord dire que j'habite sur la même planète que tout le monde et que je comprends bien ce qui se passe. Il ne faut pas nier une situation, surtout que l'actualité chaude de ces dernières heures, de ces derniers jours, nous montre bien que la situation est grave en termes de pandémie. Je serais bien idiot de ne pas considérer ça. Pour autant, je pense qu'il y a un mépris total, un refus total d'accompagner les festivals, bien au-delà de Musélac, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, les Eurocaines ont été annulées aussi, que dans un autre registre, le festival de la BD d'Angoulême, qui est un fleuron, qui est un festival du patrimoine français, qui est certes pas musical, mais qui représente beaucoup de choses, est annulé également. Donc voilà, effectivement, tout a été géré un petit peu en dépit du bon sens et on espérait un système comme il en existe dans d'autres pays d'Europe, qui est un système d'assurance, assurantiel, mis en place par beaucoup de gouvernements en Europe, que nous avait promis la ministre de la Culture et qui n'a pas été mis en place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les festivals qui vont jouer dans ces fameuses conditions qu'on appelle dégradées, qui portent bien leur nom, 5000 places assises, distanciées, sans bar et restauration. Économiquement, c'est impossible pour un festival comme Musélac, mais comme pour beaucoup d'autres. Et d'autre part, ces festivals-là vont être aidés par le ministère de la Culture. Ceux qui, hélas, ne peuvent pas se déployer comme nous ne sont pas aidés. Donc, il y a un problème. 2 annulations, 2 années de suite. Est-ce que l'avenir de Musical à terme est menacé? Je veux être inquiet et optimiste à la fois. C'est-à-dire que je peux vous annoncer, on a déjà annoncé d'ailleurs tout à l'heure à la mi-journée, Musélac 2022 aura lieu. En tout cas, on est en train de déjà travailler dessus. Nous espérons, toute l'équipe, tous les gens qui interviennent, toute l'économie qui est irriguée grâce à ce festival, localement et au-delà du local, départementalement. On espère qu'on sera accompagné, aidé, mais on a pris les décisions main dans la main avec la mairie d'Aix-les-Bains de pouvoir d'ores et déjà annoncer Musélac en 2022, avec en plus l'envie de retrouver nos festivaliers, nos intermittents, nos prestataires, nos partenaires, nos artistes, tous les gens qui nous font confiance, qui nous accompagnent. Et je peux vous dire ce soir que là où d'habitude il y a 4 soirées ou 4 journées plutôt à Musélac, traditionnellement, il y en aura 5 l'année prochaine, histoire de récupérer un petit peu le temps perdu et de fêter dignement nos 20 ans. Merci beaucoup, Rémi Perrier. Bonne continuation.
On ne sait toujours pas officiellement si les élections départementales et régionales auront bien lieu les 13 et 20 juin prochains. Jean Castex, le Premier ministre, a cependant confirmé ce jeudi que le gouvernement privilégiait pour le moment le maintien des 2 scrutins aux dates prévues si les conditions sanitaires le permettent. Un rappel, vous avez jusqu'au vendredi 7 mai pour vous inscrire sur les listes électorales. Et toujours à propos de ces élections, un nouveau mouvement politique est en train de naître à Annecy. Réveillons la Haute-Savoie est composé entre autres de membres de la liste vainqueur aux dernières élections municipales. Le collectif qui se veut de gauche et écologiste est en train de se constituer pour les élections départementales. Réveillons la Haute-Savoie espère pouvoir présenter une quinzaine de candidats sur les cantons de Annecy 1, Annecy 2, Annecy-le-Vieux et Sénaux. Pour y parvenir, le collectif lance un appel à candidature sur Internet. La coordinatrice du mouvement, Charlène Cardozo, nous en dit plus au micro de Manu Schneider. On est un département qui est très inégalitaire d'un point de vue social et on connaît tous malheureusement nos points noirs sur la pollution de l'air due à la mobilité et le trafic routier important. Donc nous, ce qu'on défend, c'est surtout une mobilité décarbonée et répartir, en fait, réorganiser les investissements du département pour une meilleure prise en compte des inégalités sociales. On a toute une politique sociale qui peut être axée en fait sur l'insertion, l'aide des plus jeunes, l'expérimentation en fait du RSA aux moins de 25 ans par exemple. En termes de mobilité, ça va être évidemment en fait, mettre à l'honneur tous les transports en commun, à réinvestir en fait l'argent qui était prévu par exemple pour les constructions du tunnel sous le Semnoz dans des moyens de transport décarbonés, développer des voies cyclables par exemple, entre autres, et revoir en fait la copie sur les projets de contournement routier, notamment sur Annecy. On passe à présent à notre chronique du vendredi, direction le château de Menton-Saint-Bernard sur les hauteurs du lac d'Annecy pour aller à la rencontre d'Hugues de Vries, le responsable du potager des lieux. Alors que les beaux jours et le printemps arrivent, le jardinage revient à la mode. Voici quelques conseils. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au potager du château de Menton-Saint-Bernard. Je suis en compagnie de Hugues de Vries. Hugues, bonjour. Bonjour Sébastien. Je rappelle, tu es donc le responsable de ce potager ici au château de Menton-Saint-Bernard. Et pour commencer cette chronique, on est dans une pièce bien particulière, la pépinière. La pépinière, où j'aime bien l'appeler la pouponnière, parce que c'est un peu mes bébés là, qui sont sous nos yeux. Et c'est une période particulière, assez exaltante, parce qu'on est en train de faire les semis en pot. Dans cette pièce qui est particulière, puisqu'on voit qu'on a des murs peints en marron très foncé, qui permettent d'emmagasiner la chaleur le jour pour la restituer la nuit, puisque les murs sont épais. Tout est bien pensé, j'imagine. Tout est bien pensé, et c'est pensé par les anciens, donc c'est naturellement bien pensé. Et en fait, c'est toutes les conditions les plus favorables pour faire sortir toutes ces petites graines et les faire devenir des plantes comestibles ou ornementales suivant. Qu'est-ce qu'on a là sous nos yeux ? Là, on est plutôt du comestible. On va retrouver des poirées, de la rhubarbe. Là, si tu regardes bien, on voit le petit cotylédon des haricots nains qui ont été semés il y a 3 jours. Donc c'est magique. On arrive chaque matin, il se passe quelque chose de nouveau, on leur parle. Et on voit ça ce sont les boutures. Ça correspond à la taille de tous les petits arbustes de fruits, de petits fruits, cassis, caseille, groseille, framboise, mûre. Et que j'ai taillé il y a 3 semaines, qu'on transforme en boutures pour faire des haies fruitières le long des murs. D'accord. Qui vont aussi profiter à l'extérieur de la chaleur des murs. Alors Hugues, on s'était vu au mois de janvier, sous la neige si je me rappelle bien. En tout cas, il y avait de la neige. Oui, tout à fait. Il y avait de la neige. On va voir, on va pouvoir sortir de la pépinière et voir le potager. C'est une période importante que tu apprécies, cette sortie de l'hiver là. Déjà il fait bon, c'est agréable de travailler dehors, puis on sent que la nature se réveille. On entend les oiseaux, on voit les insectes qui commencent à bourdonner, les bourgeons qu'on a vus sortir de la serre. Donc tout ça c'est extrêmement positif et assez exaltant. Et ça devient assez intense en termes de travail. Donc c'est une période que on regarde les cerisiers qui sont en fleurs, enfin tout sourit. Donc ça fait du bien. Quelques conseils, j'imagine que quand on sort de l'hiver, on a peut-être envie encore plus d'être dehors, au contact de la nature, et notamment de s'occuper de son jardin ou son potager, mais il ne faut pas aller trop vite. Exactement, ça c'est vraiment le conseil phare du moment, c'est tout nous appelle à agir, et il faut agir avec, pas lenteur, mais sans précipitation. Parce que on n'est pas à l'abri d'un retour de gelée, du coup... travailler en pépinière si on a l'occasion, si on a la chance d'avoir une pépinière, ou derrière une fenêtre de salle de bain ou de cuisine,
favoriser plutôt le développement des végétaux sous abri, parce qu'on ne sait pas ce que va nous réserver les prochaines semaines en termes de température. Et à la fois travailler le sol de telle sorte qu'on profite de cette chaleur. Donc là en ce moment je travaille avec 2 stagiaires du CFMM, Marianne et Simon, et qui sont en train d'enlever les adventices, autrement appelées mauvaises herbes. Et on coupe aussi les plants qui ont structuré le sol pendant tout l'hiver. Je dis bien on coupe plutôt qu'on arrache, comme ça on laisse le système racinaire mourir dans le sol, mais ça fait autant de choses à manger pour les bactéries et les décomposeurs du jardin. Donc ça favorise la vie du sol. Donc ça c'est un travail assez actif par rapport à la vie du sol. Et puis le matin on va écarter le paillage dont on avait parlé la dernière fois, qui permet de protéger le sol et de favoriser la vie du sol. On va l'écarter pour que la terre se réchauffe, parce qu'en ce moment elle est très froide. Et cette couche de paillage agit comme un isolant, ce qui est bien en plein été quand il fait chaud. Et à la fois, là, on est en train de garder le froid de l'hiver. Donc il faut l'écarter le matin et le refermer le soir. Donc on ouvre la couverture, on tire la couverture le soir. Donc beaucoup de travail. Comment s'est passé cet hiver ? Bien, parce qu'il y a eu Le potager n'a pas trop souffert ? Non, il n'y a pas eu énormément de vent, il y a eu des épisodes de neige, on l'a vu ensemble, la neige joue un vrai rôle de capture de l'azote du ciel, pour le plaquer au sol, le mettre à disposition du sol. On a eu des gelées qui étaient plutôt saines pour se débarrasser des nuisibles et des parasites. Non, l'hiver a été plutôt favorable au potager, enfin me semble-t-il, mais il n'est pas fini. Attention. Attention. Toi, c'est une période que tu apprécies, j'imagine, cette sortie de l'hiver, la transition avec le printemps ? Énormément, parce que il y a plein d'activités. On le voit, Marianne et Simon sont en train de désherber. Toutes ces mauvaises herbes, entre guillemets, ces adventices, elles n'étaient pas présentes il y a 15 jours. Du coup, on voit que tout est en train de se réveiller. Donc, faut être là pour contrôler ce qui se passe et pour développer ce qu'on a envie d'obtenir. Tes journées, elles se décomposent comment aujourd'hui, alors qu'on est, il fait bon, il fait chaud, par rapport à ce que tu as pu vivre cet hiver ? Alors, on va être à 80-90% à l'extérieur. Maintenant, je profite, je fais comme les oiseaux. On est bien dehors, non ? Donc on profite au maximum de ce beau temps et puis de la nature qui se réveille, donc c'est un vrai plaisir. Quelques événements à nous annoncer ? Eh bien en fin de mois d'avril, le 28 avril, on va faire un séminaire avec Juliette de Menton, la belle-fille du propriétaire, qui s'intitule « Vivre avec l'imprévisible ». Donc c'est en plein dans le sujet et dans le contexte. Et c'est plein d'ateliers extérieurs, donc dans le contexte justement c'est assez safe, on aura les distanciations naturelles parce qu'on sera tous répartis sur différents ateliers exclusivement en extérieur, qui permettent de comprendre en fait quels sont tous les principes et les mécanismes de la nature qui permettent à la nature de faire face à l'imprévisible. Et en fait chacun de ces mécanismes et ces principes nous inspire ou doit nous inspirer pour faire évoluer nos systèmes, pour faire face à l'imprévisible, ce qui est notre quotidien désormais. Depuis maintenant un an. Exactement. Pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, comme toi, sont férues de potager, jardiner à cette période de l'année, on sent qu'on se reconnecte avec la nature, c'est vraiment le besoin. Sortez, lâchez-vous, essayez des nouvelles variétés, tentez des choses. De façon d'avoir les mains dans la terre, c'est déjà un plaisir, c'est reconnu, même les odeurs, etc. Et le fait de donner la vie en partant d'une petite graine, à partir d'un pot en semis ou un semis pleine terre, c'est toujours des émotions qui sont magiques. Donc abusez-en. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Hugues. Merci Sébastien. On te retrouve très rapidement sur 8 Mont Blanc. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Comme l'a dit Hugues de Vries, lâchez-vous, profitez. À bientôt, merci. Le 2 avril est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et pour en parler, je suis en ligne vidéo avec Stanislas Juin. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 20 ans et vous êtes vous-même autiste Asperger. On vous avait reçu ici sur le plateau d'Accès Direct avec votre maman en janvier 2020 pour parler de Mon École Extraordinaire qui vous a accueilli. Vous êtes aujourd'hui étudiant en école de commerce. Comment se passe votre cursus ?
Bah écoutez, malgré cette année qui est assez compliquée, j'arrive bien à m'en sortir malgré tout. J'arrive à suivre les cours. Je suis en distanciel depuis novembre. Donc c'est pas facile tous les jours, je vous avoue, mais en plus de ça, quand on a des troubles autistiques, on va voir tout ce qui va être troubles de l'attention. Donc avoir 8 heures de visioconférence, c'est quand même assez compliqué à suivre, mais bon, on arrive à suivre quand même. J'imagine qu'il y a encore beaucoup aujourd'hui d'idées reçues sur l'autisme. Oui, il y en a toujours beaucoup. Ça s'atténue quand même au fur et à mesure, à force justement d'en parler, de pouvoir les gens se rendent de plus en plus compte qu'est-ce que c'est vraiment l'autisme en fait, mais on a toujours des idées reçues qui sont dures pour certaines personnes à concevoir ou à voir autre chose que quelqu'un qui est invalide, qui peut pas être sociable, enfin voilà. De quoi souffre-t-on le plus quand on est autiste Asperger? Alors ça c'est une bonne question. Moi je pense que quand on est vraiment sensible, qu'en fait on est hypersensible. En fait je pense que c'est l'hypersensibilité. C'est-à-dire que quand on est vraiment autiste Asperger, déjà on a beaucoup de l'intelligence et démultipliée sur certains domaines. Et je pense qu'en fait c'est l'hypersensibilité. Que beaucoup quand même d'autistes Asperger ressentent assez très facilement les choses en fait. Ils s'apprennent très rapidement des choses, donc voilà, au niveau de l'homme. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous agissez justement, vous, dans votre quotidien, pour aller contre ces idées reçues? Moi, tout simplement, déjà pour ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, par exemple, justement, qui est autiste Asperger. Malgré tout, je suis quelqu'un d'hyper sociable. Comme ça, je suis en alternance où je suis commercial, donc typiquement, c'est pas forcément quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais t'es autiste Asperger, pourtant, t'as pas l'air de quelqu'un d'autiste, mais je dis qu'en fait, l'autisme, c'est quelque chose qui peut se voir et non se voir aussi. Et donc voilà. Et donc moi, ce que je dis, c'est juste, faut pas d'idées reçues. Les gens sont comme ils sont, et puis voilà. Juste, faut avancer. Merci beaucoup en tout cas, Stanislas, pour ce beau message. Merci bien, bonne continuation à vous. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe présente ici à Epagny. Après la météo de Thierry Paul, mais comme chaque vendredi, vous avez rendez-vous avec votre émission en tête-à-tête. Victoria Lopez a rencontré Johan Jordemange qui a frôlé la mort et qui aurait pu perdre tout espoir. Dans un accident d'avion, il a perdu un bras, une jambe et son rêve de devenir pilote. Également brûlé au 3e degré sur la moitié de son corps, il revit aujourd'hui grâce au ski et à son objectif. Participer aux Jeux paralympiques de 2026 à Milan. Rencontre signée donc Carla Perruchon, François Pirot et Victoria Lopez. Mardi, vous retrouverez Fanette de Buisson pour le journal. Prenez soin de vous et surtout passez un très bon week-end de Pâques.